Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une. Comment vas-tu mon frère? Bah ça va, c'est la pêche. Alors ce matin, on va pas vous parler de films ni de séries, mais d'un studio très connu des années 70-80, la Canon. C'était un studio qui a méchamment bien commencé et qui a malheureusement très mal fini. Donc pour une fois, je vais te laisser un petit peu nous raconter un peu l'histoire de ce studio. Alors, vas-y, je te laisse la parole. Alors, dans un premier temps, ce sont deux cousins israéliens, donc les prénoms, alors je vais peut-être les écorcher. C'est Monaham Golan et Yoram Globus. Alors, ces deux cousins israéliens vont commencer dans les années 60 à l'âge de 30 ans. Ils vont être producteurs à la télévision, ils vont tout faire. Ils vont faire des talk-shows, ils vont faire des émissions diverses, de variété, et bien sûr produire des films et des séries. Donc ils vont faire du western, du soap opéra, des sitcoms, enfin ils vont vraiment tout toucher. Et puis au milieu des années 60, ils vont créer leur premier studio de cinéma qui s'appelle Noam Film. Alors là, ça va être plus ou moins la Canon avant. Donc ils vont tout faire. Ils vont faire tout ce qui est à peu près à la mode à l'époque. Western, film d'action, apocalyptique, film d'apocalyptique, comédie musicale. Ils vont tout toucher. Et puis ça va se passer pendant une dizaine d'années, hein. Et ensuite, ils vont avoir une idée totalement folle, farfelue, au début des années 70, c'est d'aller aux États-Unis et de concurrencer comme ça les grands studios américains. De se frotter, quoi. De se frotter aux grands studios américains. Donc c'était deux gros malins, deux gros filous qui avaient pas du tout de nom à Hollywood, personne ne les connaissait. Et ils ont débarqué, puis ils ont racheté un studio mythique à l'époque, la Canon, pour une bouchée de pain. On va pas vous parler de chiffres parce que c'est dérisoire. Et ensuite, ils vont démarrer en 78. Ils vont commencer à cogiter sur des films. Et dès 79, ils vont réaliser leur premier film. Et ça va donner dans un premier temps des films, on va dire... des films de tendance, parce qu'il y aura beaucoup de comédies musicales un peu loufoques, totalement décomplexées, avec un peu d'érotisme. Oui, c'est ça, ils ont pas fait un peu des films un peu olé comme on dit. Oui, c'est ça, voilà. Des fusions de style, hein, des comédies musicales comme ça, avec beaucoup de teenagers, avec des scènes un peu érotiques. Et surtout, il y aura une première trilogie qui va énormément marcher, ça va être la trilogie des ninjas. Alors, c'est une trilogie qui est sortie il n'y a pas si longtemps en DVD au début du Covid, qui est sorti en collector. Et ce sera 3 films qui sera réalisé à petit budget, low cost bien sûr, avec que des acteurs américains ou étrangers. Et voilà, en tout cas dans les rôles principaux des gentils et dans les rôles des méchants, ils ont pris des asiatiques. Fallait bien que ça fasse un petit peu film asiatique. C'était du kung-fu, donc.
Et cette trilogie des ninjas va bien marcher. Donc c'est ce qui va apporter du capital au studio. Et puis dès 82, ils vont mettre la main sur un grand acteur américain qui est Charles Bronson, qui était un petit peu en pente descendante à cette époque-là. Il avait tendance à refaire souvent les mêmes rôles aux États-Unis, même s'il a eu une très bonne carrière en Europe, en Italie, en France, en faisant des grands films. Mais à cette période-là, à la fin des années 70, début 80, il était en perte de vitesse et il décide d'avoir un nouveau souffle chez la Canon. Et malgré ça, sur les 10 films de Charles Bronson, ça va être un peu répétitif, avec quand même des pépites, des films qui ont très bien marché. Et voilà, le début du studio va commencer comme ça. Oui, en effet, c'était deux hommes très très filous qui ont commencé à copier tous les styles de la fin des années 70 au milieu des années 80, tout ce qui marchait, donc les action movies, les films de science-fiction, les films de karaté, et donc ils sont réussi à faire un nom donc avec la saga, comme tu disais début de vidéo, des ninjas, et ils ont très rapidement réussi à faire venir des vedettes, certaines vedettes en phase descendante et puis d'autres en phase montante, mais ils ont réussi à les convaincre, comme Michael Dudikoff par exemple, Sylvester Stallone qui était au top de sa carrière même s'il n'est pas resté très très longtemps, Dolph Lundgren, Charles Bronson qui était plutôt pour lui en baisse au niveau de sa carrière. Donc c'était des producteurs quand même assez filous, ils grattaient à toutes les portes, dans tous les festivals ils allaient présenter leurs futurs films. D'ailleurs c'était assez marrant parce que ils avaient souvent des affiches, mais ils avaient absolument pas de scénario, ils avaient pas encore le financement pour le film, mais ils fabriquaient déjà des affiches pour pouvoir vendre leurs futures productions plus facilement, et le pire c'est qu'ils y arrivaient. Donc c'était vraiment des hommes d'affaires, même s'il y en avait un qui était réalisateur et puis l'autre qui était vraiment un homme d'affaires, mais c'était quand même des gens assez filous qui voulaient vraiment conquérir Hollywood, et dans une partie ils y sont arrivés. Le problème c'est que ça a très très mal démarré, enfin ça a plutôt bien démarré, ça a très très mal fini. Donc maintenant on va vous parler des stars qu'ils ont réussi à faire venir dans leur studio. Alors, une des premières grandes vedettes que les cousins ont réussi à faire venir dans leur studio, c'est Charles Bronson. Alors, à ce moment-là, Charles Bronson était en phase descendante. C'était un acteur qui avait pas mal collaboré avec, entre autres, De Laurentiis, donc un autre producteur très filou, très bric et de broc, voilà, là, un producteur américain. Et donc, les cousins Golan l'ont réussi à le faire venir dans leur studio, qui avait pas un pet de pognon, et ils ont fait un nombre incalculable de films, comme par exemple Le Justicier de minuit, qu'on aime beaucoup avec David. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre encore? Il a fait Le Justicier dans la ville 2, Le Justicier de New York, les suites en fait, Le Justicier Brackley Dealer, il a fait Le Messager de la mort, il a fait Kunjit, qui est très intéressant celui-là. Et tous ces films se ressemblent plus ou moins. Moi, j'ai une particularité pour Le Justicier de minuit, parce que tu as fait une vidéo. Et celui-là, il est extraordinaire, hein, peut-être un des meilleurs de... Oui, classique, mais un très très bon méchant, du moins. Oui, c'est ça. Un très bon Charles Bronson de la période Canon. Kunjit, je l'aime bien aussi, parce qu'en fait, il est partagé en deux. C'est un thriller classique, un film d'action classique, avec un proxénète qui tue des femmes comme ça, et puis dans un deuxième temps on suit la vie d'une famille chinoise qui habite aux États-Unis, et ça parle de la sexualité, de la culture de la sexualité japonaise, ou chinoise plutôt je dirais, et en fait ce film est un film très intéressant. C'est pas seulement un polar, mais voilà. Donc celui-là, je l'aime bien particulièrement. Et Le Messager de la mort, j'aime bien parce que ça parle des sectes, de famille et tout ça. Donc Charles Bronson a été quand même très productif de 82 à 89. Et en plus de ça, Charles Bronson a fait venir chez la Canon des réalisateurs qui connaissaient très bien, qui avaient commencé au début de carrière, au début des années 70, à travailler avec eux. C'était Michael Winner et John Thompson, qui étaient des habitués des films de Charles Bronson,
qu'il a fait venir chez la Canon, et là ils ont fait une multitude de films, pas seulement qu'avec Charles Bronson, mais aussi avec Chuck Norris, très très productif. Voilà pour Charles Bronson. Ouais, c'est à ce moment-là que les cousins Golan se sont dit, tiens, on a réussi à faire venir Charles Bronson, on va continuer sur cette lancée, on va essayer de faire venir d'autres stars. En l'occurrence, enfin, alors là, c'était pas vraiment une star, mais ils ont mis la main sur un jeune acteur belge bien connu de nos jours, c'est Jean-Claude Van Damme, grâce au frère Golan, au cousin Golan, excusez-moi, ils ont produit le tout premier film de Jean-Claude Van Damme, Bloodsport, donc Bloodsport qui est devenu un film culte de nos jours, donc ça alourdit un peu plus la réputation du jeune studio, et comme ça ils ont réussi à faire venir par la suite Sylvester Stallone en produisant et réalisant Over the Top et Cobra. Ensuite, après, on a eu Michael Dudikoff, putain, ouais, il a un nom à coucher d'or, lui, qui il a fait des multitudes de films d'action plus ou moins bien, enfin bon... American Ninja, ouais. Les American Ninja, et puis d'autres films action movie. Les Ninja Blancs. Ils ont réussi aussi à faire venir Duff Lundgren, qui venait tout juste de sortir de Rocky IV, donc son seul plus grand rôle de toute sa carrière, donc ils avaient réussi à le faire venir en lui faisant jouer les maîtres de l'univers, d'ailleurs, qui sera le film qui va précipiter le studio dans le néant, on va même limite complètement fermer ses portes. Donc c'était des mecs quand même qui étaient très très malins comme ça, ils faisaient des films vraiment, mais avec des budgets mais ridicules, hein. Les 3/4 des films de la Canon, franchement, c'est franchement pas terrible, les histoires, c'est du repris des autres studios, mais en beaucoup moins bon. Le budget, ça se sentait, voilà, bon, ils arrivaient quand même à faire des scènes de cascade, des gunfights, etc. Mais on sentait que c'était vraiment, ils voyaient vraiment, ils mettaient des tout petits budgets, ils voulaient vraiment pas mettre énormément de pognon dans un film pour pouvoir en faire plutôt plein, voilà. Et au mieux de mettre un gros budget dans un film, ils préfèrent en faire 20. Et c'était un studio quand même qui est devenu connu, très mythique, parce qu'on a eu le droit quand même à de très très bons films, Over the Top, Cobra, Cyborg avec Jean-Claude Van Damme, Bloodsport bien sûr, certains films de Charles Bronson, donc c'est quand même un studio qui a quand même réussi à pondre de très très bons films, mais malheureusement qui était très très mal géré. Je sais pas si tu en dis, vas-y. Oui, c'était très très mal géré, et puis en plus de ça, ils avaient une méthode de travail qui était très simple, c'est de casser les budgets, bien sûr, mais surtout de pas dépasser les 90 minutes de production, parce que ils étaient même ravis quand ça durait encore plus court, hein, quand ça faisait 1h20, au niveau du budget, ils étaient ravis. Mais en plus de ça, ils voulaient par exemple cutter, enlever par exemple une intro quand c'était trop long, en disant voilà, on va placer les personnages et les histoires en 10 minutes, et on va laisser place à l'action, on va au vif du sujet, parce que les gens, ce qu'ils veulent voir chez nos productions, c'est des films efficaces, hein. Faut pas oublier que le succès était surtout en vidéoclub et pas forcément au cinéma, même si certains films ont eu beaucoup de succès au cinéma. Mais la méthode de travail de la Canon, c'était du low cost, hein, donc fallait être très efficace. C'était du film d'exploitation, donc il fallait que les gens s'ennuient pas du tout. Donc ce qui a pas aimé Stallone d'ailleurs, parce que bon, les films étaient très cutés et puis il s'est très mal entendu avec les cousins. Disons que Stallone à l'époque, il avait une main prise sur les scénarios, voilà. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait Stallone derrière Over the Top par exemple, parce que heureusement qu'il a retouché un peu le scénario et puis qu'il a fait ça un peu à sa sauce, parce que à mon avis le film ça aurait été une grosse merdasse quoi. Alors qu'il est, on n'entendrait même plus parler. Donc c'est le seul acteur d'ailleurs qu'ils ont réussi à avoir, mais que les cousins laissaient un peu faire sa petite sauce de son côté, parce que c'était une méga vedette quoi. Et mais voilà, comme tu disais, c'était un studio quand même qui était très très prolifique. Ils avaient en plus une main prise sur le marché vidéo, parce que la plupart de leurs vidéos étaient vendues en VHS, donc se louaient très très bien. Donc c'était des mecs qui étaient très très intelligents et très très roublards jusqu'au moment où ils vont produire le film de trop, voilà. En plein milieu des années 80, les cousins Golan se considéraient comme intouchables. Ils avaient réussi à faire venir énormément de stars montantes et descendantes, mais voilà, le studio marchait plutôt bien, et ils vont produire un énorme film de science-fiction, Les Maîtres de l'Univers.
et c'est, comment vous dire, un film très bancal. Déjà, à l'époque de sa sortie, il était très kitschos, on était dans une espèce de Flash Gordon, mais encore en moins bon, l'histoire est complètement pétée. Au niveau des décors et des costumes, c'est très kitschos, voilà. Les cousins ont quand même réussi à convaincre Dolph Lundgren de jouer le rôle de Musclor, mais même l'acteur, bien des années après, a énormément de mal à parler de ce film, voilà. Il a un petit peu honte d'avoir joué dans cette catastrophe, et je le comprends tout à fait, parce que franchement, c'est un film, voilà, à l'époque, ça nous avait fait sourire, mais franchement, c'était nul, voilà, ça respectait pas l'univers des maîtres de l'univers. C'est un film de trop, voilà, ils ont mis du pognon dans ce film, et c'est en partie grâce à ce film que le studio est complètement tombé dans les oublis et qui a complètement fermé la porte de la Canon. Bon, quelques années après, les cousins vont continuer à faire du cinéma, mais dans un autre studio, mais avec un autre nom. Et là, je te laisse la parole, vas-y. Et là, pendant quelques années, ils vont continuer à travailler avec des noms qu'ils avaient déjà à l'époque de la Canon. Une autre grande star qu'on n'avait pas parlé tout à l'heure, Chuck Norris. Ils vont faire plusieurs téléfilms avec lui et Charles Bronson qui reste fidèle aux cousins. Ils vont réaliser Le Dernier Justicier, donc le Justicier, l'Ultime Retour. Et puis quelques autres films, et progressivement de 90 à 94, ils vont s'éteindre. Et je pense, je suis même certain, il y a même encore un cousin qui est encore dans l'industrie du cinéma, qui continue à produire, plus ou moins. Et l'autre qui est reparti en Israël pour des nouvelles aventures, hein, voilà, qui a quitté le cinéma, quoi. Qui a quitté le cinéma, qui fait totalement autre chose. Et pour tout ça, c'est un studio mythique, low cost certes, qui avait des grandes ambitions, qui voulait marcher sur les plates-bandes des grands studios, et pourtant ça fait la part belle des chaînes de télévision françaises comme la 5, M6 ou même Canal+, qui passait beaucoup des films de la Canon, et ça a bercé notre enfance. Nous, on était émerveillés par ces petits films qui faisaient la part belle des vidéoclubs à l'époque. Et c'était fascinant. Malheureusement, moi, je retrouve pas des films d'exploitation de cette envergure. Maintenant, dans les années 2000, c'est autre chose. On se prend beaucoup plus au sérieux. Dans les films de la Canon, il y avait beaucoup de second degré, même si c'était pris au premier degré, il y avait beaucoup de second degré. Et rien que pour tout ça, eh ben, pour moi, c'est toute toute ma jeunesse, et j'avais beaucoup d'admiration. Oui, c'était un studio qui était fait de briques et de broc, voilà, mais qui laisse de très très bons souvenirs, des films qui ont énormément marché en vidéoclub, parce que c'était un studio, comme je vous disais au début de vidéo, qui avait la main prise sur le marché vidéo, et beaucoup de films de la Canon. Bon, il y avait une grande partie qui sortait au cinéma, mais il y avait une énorme partie aussi qui sortait en VHS, et c'est vrai que ça laisse de très très bons souvenirs, nous qui passions notre temps dans les vidéoclubs à louer des films, et on louait énormément de films de la Canon, et c'est vrai que même s'ils avaient ce côté bizarroïde, ce côté où il n'y avait pas de budget, médiocre au niveau des histoires, mais c'est vrai que ça nous laisse un très très bon souvenir, et on dit merci à ces deux producteurs, voilà, qui avaient plus un aspect d'homme d'affaires que de réalisateur, mais c'est vrai que pour nous les 40-50naires, ça a été vraiment un très très grand souvenir. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le studio La Canon vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous pensez du studio de la Canon, le souvenir qui vous a laissé, voilà. On vous répondra toujours avec plaisir, et on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis. Ciao les amis.